Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. C'est une véritable guerre ouverte entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et le ministre des Sports. Guerre ouverte pendant une semaine. Depuis une semaine, on assiste à un balai de communiqués. Tout ça pourquoi? Pour la désignation du prochain sélectionneur camerounais. Pour en savoir davantage, nous aurons un correspondant du Cameroun. On va parler avec lui, poser les questions, mais aussi ici, nos amis se feront le loisir de réagir. Nous avons sur le plateau Papa Guélé et puis en numéro 2, deuxième point, vous savez bien que le président du COJEP est également au Cameroun. Il a animé hier une conférence de presse. A-t-il répondu aux propos qui ont fait allusion à lui depuis Agboville? Restez en notre compagnie, on démarre maintenant. Avec beaucoup de plaisir que nous sommes encore une fois en votre compagnie. Barry, bonsoir, il nous accompagne. Christelle. Vous allez bien? Oui, ça va. Papa Guélé, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être avec nous. Marius Komoé. Christelle. Oui, bonsoir. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout, bonsoir chez vous. Mais si on l'a annoncé, donc je le disais à l'entame de ce programme, il y a un problème entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le ministre des Sports. Et évidemment, vous ne serez pas étonnés que nous en parlions. Tout ce qui concerne la belle famille, évidemment, nous concerne aussi. Alors, Papa Guélé, avec vous, on va essayer de mettre les pieds dans le plat. Que se passe-t-il? Qui doit désigner, selon les textes de la Fédération ivoirienne camerounaise de football, qui doit désigner le prochain entraîneur? Est-ce la FECAFOOT ou le ministère des Sports? On va aller déjà plus loin. On va aller sur les statuts de la CAF et de la FIFA. Très bien. Et l'article 14 du statut qui dit que les instances des associations membres de la FIFA et de la CAF ont l'indépendance de gérer eux-mêmes les problèmes. Très bien. Ce qui veut dire que toute nomination de cette association, qui est la FECAFOOT, doit venir de la FECAFOOT et du président de la FECAFOOT. Et la nomination est validée par qui en premier lieu? Déjà, c'est le président de la FECAFOOT qui choisit son sélectionneur. Le ministère valide? Le ministère aussi apporte sa confirmation. Et le président de la République intérim? Et au Cameroun? Non, ça c'est au Cameroun. Au Cameroun, bien sûr. Au Cameroun, c'est le président qui valide. Mais il y a un décret encore au Cameroun qui dit, je vous donne le numéro du décret. C'est cela. Et le contenu surtout? Voilà. Vous avez retrouvé? C'est le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 et 40 alinéa 11. Qui dit pareillement que c'est la FECAFOOT, indépendamment, doit prendre des décisions. Et après, étude du ministère peut être validée. Mais toujours est-il que c'est la FECAFOOT qui doit prendre... Qui a le lead sur l'affaire. Qui doit prendre cette décision. Très bien. Maintenant qu'on a situé donc, les différentes responsabilités, Barry, comment est-ce que vous analysez cette situation entre Samuel Eto'o et puis le ministre des Sports? On se rappelle qu'en février, le 5 principalement, il avait posé sa démission qui avait été refusée par le comité exécutif. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des tensions qui datent depuis et donc fatigué, il voulait partir, mais bon, forcé de rester aussi? Bon, moi je pense plutôt que sa démission, c'était une stratégie pour essayer de mettre la pression à un certain nombre de personnes au Cameroun. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement de Samuel Eto'o, il y a eu beaucoup de péripéties entre lui et certains présidents de clubs, certains de ses anciens coéquipiers. Et surtout, il y a aussi eu l'affaire avec André Onana en plein mondial. Et on ne sait pas d'ailleurs comment André Onana est revenu en sélection. Parce que je crois que la FECAFOOT et le sélectionneur Hugo Song avaient demandé à ce que Onana fasse des excuses. Mais selon les indiscrétions, c'est le ministère des Sports qui aurait fait revenir André Onana. Comment vous analysez tout ceci? Il faut rappeler aussi que le ministère des Sports, à l'époque, après le mondial, avait écrit à l'Inter de Milan, tout à fait, à l'instance, le football club d'Inter Milan, pour demander à l'Inter de lâcher, comment dirais-je, Onana pour qu'il puisse venir jouer en sélection. Chose que les dirigeants de l'Inter avaient décliné comme responsabilité parce que ce n'était pas eux, mais c'est le joueur qui avait eu un maille à partir avec sa fédération. Moi, je pense que c'est une question d'ego, c'est une question de personnalité parce que peut-être que Samuel a un leadership un peu fort, c'est quelqu'un qui est beaucoup présent. Et je pense que ses adversaires exploitent aussi ses faiblesses en tant que manager pour s'en prendre à lui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a tous vu Samuel Eto'o
dans le vestiaire des joueurs pendant le match Cameroun-Burundi. Il n'y avait pas droit? Voilà. Non, il peut venir, mais le discours qu'il avait tenu, c'était pas digne d'un président de fédération. Très bien. Écoutons Marius. Marius, quel est votre regard quand on se rend compte que, est-ce qu'on assiste à une guerre entre le politique et le sportif? À quel moment et à quelle est la limite du politique dans les instances du sport, par exemple? Là, on est au Cameroun, mais votre avis sur le point de vue? Il faut dire qu'en général, les politiques doivent se tenir très loin. Et ça, c'est les exigences de la CAF et de la FIFA qui n'acceptent pas l'immiscion justement du politique dans les affaires de football dans les États membres. C'est-à-dire les États qui sont affiliés à la CAF et à la FIFA. Donc l'Afrique fait un peu sa façon à elle, c'est ça? Enfin, certains pays africains, exactement, outrepassent justement très souvent ces prescriptions de la CAF et de la FIFA et font tout. Et très souvent, comme nous le constatons, c'est le torchon là qui brûle entre la Fédération camerounaise de football et leur ministère de tutelle, qui n'est autre que le ministère des Sports. Alors, en Côte d'Ivoire, on a vu le même cas avec le départ de Gassé. Alors, quand Gassé partait, il a fallu donc que le comité exécutif de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, se réunisse rapidement et décide de choisir un entraîneur. D'aucuns nous ont parlé du sorcier blanc. Très bien, mais où est la ressemblance? Non, je viens rapidement. Et donc, finalement, on est tombé sur un local. Et puis, il a fallu que la FIF propose le local donc, à l'exécutif qu'il a validé. On aurait bien voulu qu'au Cameroun, ça soit le cas. C'est-à-dire, la FECAFOOT propose et puis l'exécutif valide. Très bien. Permettez qu'on puisse aller justement au Cameroun parler avec M. Richard Naha. Il est donc journaliste à Africa Foot Presse en ligne. Bonsoir, M. Naha. Est-ce que nous pouvons avoir les faits? Que se passe-t-il entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le ministre des Sports? Bonsoir madame, bonsoir à tout le peuple ivoirien. Déjà, félicitations déjà pour votre brillante victoire à la CAN. Merci. Mais je voulais vous dire quelque chose. Ce qui se passe au Cameroun, on appelle ça un véritable braquage. Parce que le ministre des Sports du Cameroun a outrepassé ses compétences. Ses prérogatives pour aller nommer un entraîneur qui n'est pas son rôle, parce que de toutes les fédérations au monde, c'est le président, c'est la fédération qui nomme le sélectionneur. La dernière fois, on l'a vu pendant la CAN, c'est le président Idriss Diallo qui a démis Jean-Luc Gasset de ses fonctions pour nommer Emer Faye. Ce n'est pas le ministre des Sports de Côte d'Ivoire qui a pris cette décision, c'est la même chose partout. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait que Samuel Eto'o, son image dérange certaines personnes du gouvernement, parce que la vérité c'est ça, c'est que Samuel Eto'o fait tellement ombrage à ces personnes qu'ils ont décidé d'outrepasser leurs fonctions pour aller prendre des fonctions d'entraîneur du président de la FECAFOOT. Alors chers confrères, dites-moi, quelles sont les raisons évoquées justement par les politiques ou le ministère des Sports pour outrepasser justement cette fonction qui revient à Samuel Eto'o? Mais justement, les raisons sont telles que au Cameroun, le 11 février, c'est la fête de la jeunesse. Et pendant la fête de la jeunesse, il y a le président de la République qui parle. Et donc, le président de la République a dit que oui, je sais que vous, la jeunesse camerounaise, vous êtes déçus des résultats des Lions indomptables en Côte d'Ivoire. J'ai prescrit au ministre des Sports certaines dispositions pour que les choses reviennent à la normale. Et donc le ministre a pris le président au mot et a décidé lui-même de faire... En fait, je peux vous dire la vérité, personne au Cameroun ne connaît quelles sont les prescriptions que le président de la République a données au ministre. Même le ministre lui-même, ses conseillers ne savent pas de quoi le président voulait parler, mais le ministre a pris sur lui de prendre une décision comme quoi il faut nommer le sélectionneur. Je profite pour vous dire qu'au Cameroun, il y a un décret du 26 septembre 2014 qui donne des prérogatives administratives, techniques et
et sportive au président de la FECAFOOT de nommer le sélectionneur. Et le ministre a outrepassé ce décret. Et quand vous regardez, le ministre, il a fait une lettre au président de la FECAFOOT pour lui expliquer comment ça s'est passé. Il a dit que oui, il y a une convention entre la FECAFOOT et le ministère. C'est sur la base de cette convention qu'il a pris la décision de nommer un sélectionneur. Très bien. Et donc, le président de la FECAFOOT a réuni son comité d'urgence et il a fait une lettre au ministre. Et a pris acte. Eux, ils ne sont pas d'accord de ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas été associés à cette prise de décision et que son comité exécutif lui a donné 72 heures qui tombent aujourd'hui pour nommer un sélectionneur à la tête du Cameroun, de la sélection. Très bien. Alors, voilà. Et actuellement, où je vous parle, il y a des discussions au Premier ministère où le président de la FECAFOOT est ferme. Il a dit qu'il ne veut pas entendre parler du staff qui a été nommé. Voilà. Alors, pour terminer, est-ce qu'on nous annonce par presse que le sélectionneur choisi par le ministre des Sports serait arrivé déjà au Cameroun? Vous confirmez l'information ou vous l'infirmez? Oui. Il est arrivé dimanche. Très bien. Il est arrivé dimanche. Très bien. Et hier, ils ont signé un acte d'engagement. Très bien. Merci. Parce que allez-y rapidement. Le ministre des Sports a été un peu utilisé la roue de la 10 parce que c'est un professeur de droit. Il a fait signer un acte d'engagement qui n'est pas un contrat entre... Parce que normalement, pour que le contrat soit valable, il faudrait qu'il y ait la signature du président de la FECAFOOT, le président le ministre des Sports et le sélectionneur. Très bien. Malheureusement, hier, ils ont organisé une cérémonie, signature. mais ils ont dit que c'était pour la signature de l'acte d'engagement qui n'est pas un contrat. Merci beaucoup, cher Nara. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Africafoot et vous nous appeliez depuis le Cameroun. Merci pour ces éclaircissements. Merci. Okay, merci. Réaction rapidement. Alors, permettons qu'on puisse tout terminer et on passe à Papa Guélé. Voyez-vous, au moins la courtoisie aurait voulu que l'exécutif, à travers le ministère des Sports du Cameroun, se rapproche, ne serait-ce se rapproche de la FECAFOOT pour évoquer de la question de la nomination d'un nouveau, même s'ils avaient déjà identifié un entraîneur, quelles que soient ses compétences, il aurait fallu associer donc la FECAFOOT et son président au choix du dit entraîneur. Papa Guélé, le sélectionneur choisi est déjà au Cameroun, hein, selon notre confrère. Un acte d'engagement ou enfin une espèce de contrat a déjà été signé avec lui. Comment est-ce que vous voyez la sortie de cette affaire, l'issue? Je ne vais pas dans le sens du ministre des Sports, mais ils ont deux raisons qui les poussent à poser ces actes. Lesquelles sont-elles valables? Parce que déjà, il a un bilan très contesté. Et sa gouvernance est jugée salutaire. Et deuxièmement, il est visé pour une enquête... Vous dites vous parlez de Samuel. Oui, Samuel Eto'o qui est visé pour une enquête de corruption arbitrale pour le championnat de 2e division. Est-ce que cela éteint les textes? Les textes disent que c'est lui qui doit comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dans le sens du ministre des Sports. Mais vu que nous sommes en Afrique, et voilà. Bon, d'accord, très bien. Permettons à Daouda de réagir. Daouda, on a écouté les faits et aussi le point du journaliste Richard Nara. Comment est-ce que vous analysez tout ceci? Moi, à l'analyse des faits et au vu de tout ce que j'écoute là, Papa Guélé dit et le monsieur dit, c'est que déjà, il y a la loi de la FIFA et de la CAF qui est là. Le politique ne doit pas s'y mixer dans les affaires de football. Mais j'ai l'impression qu'au Cameroun, eux, ils ont une loi propre à eux là-bas, concrètement. Parce qu'avec le décret que vous nous avez mentionné le président ici, de la République, bien sûr. le président de la République doit valider d'abord. Donc, c'est un peu comme si en Afrique, parce que je préfère dire en Afrique, on est en train de parler du Cameroun, mais même chez nous ici en Côte d'Ivoire, on a eu pratiquement le même problème. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais prenons l'affaire Faye et Mers. Mais pour ceux qui ont lu l'interview de Yacine Idriss Diallo, il a dit, la nuit où Gassé est venu le voir pour lui dire que je vais démissionner, il a dit à Gassé, va dormir, réfléchis, demain on en parle. Où est la ressemblance des faits? Mais la ressemblance, c'est qu'au même moment que lui il dit ça, on entend là-bas que finalement, c'est Hervé Renard qui doit venir entraîner. On entend où, Daouda? On entend dans la presse. Je pense que dans la presse, on a vu que Hervé Renard doit venir entraîner les éléphants. Ça veut dire que quelque part, il y a des gens
qui ont discuté avec Hervé Renard. Comment est-ce qu'on voit... Concrètement, moi, je ne sais pas qui a discuté avec Hervé Renard, mais une chose est certaine, si cette information est sortie dans la presse et que Hervé Renard lui-même l'a confirmé, c'est qu'il y a des gens qui ont discuté avec. Et pour moi, par principe, je me dis, il faut rester dans les textes de la FIFA qui dit que le politique ne doit pas s'immiscer dans le football. On se rappelle de feu Sidi Diallo en Côte d'Ivoire ici, encore, qui a eu maille à partie avec Alain Lebognon, quand il était encore ministre des Sports. Il y a eu de véritables problèmes entre les deux, dans la même situation que Samuel Eto'o. On a toujours des couacs entre le politique et les fédérations. La fédération. Alors, on va terminer parce que le temps imparti à ce sujet est presque arrivé, mais on va observer la situation. Comment est-ce que vous voyez l'issue pour terminer, Papa Gueye, on terminera avec vous. Mais si c'est déjà acté, on va souhaiter bon vent à Marc Bry, sélectionneur belge. Qui dit qu'il est très content d'être au Cameroun, il est très heureux. Il a raison. Il a de l'argent à récupérer. Oh, je vous en prie, messieurs, quand même. On parle d'1,5 million. Hein. Mais il est heureux parce qu'on lui fait confiance pour tenir une nation. Non, ça, c'était pas pour lui. Ça, c'était pas pour lui. Alors, on termine, Papa Gueye, rapidement sur ça. Donc, il est heureux, il se dit excité d'être au Cameroun et voilà, à commencer à travailler. On lui souhaite bon vent. On lui souhaite bon vent. Il a quand même du vécu. Il a entraîné 10 équipes en Belgique. Oui. Entraîné aux Pays-Bas et aussi en Arabie Saoudite. On va voir sa nouvelle expérience en Cameroun. Comme je dis, on lui souhaite bon vent. Très bien. Et donc, on suivra cette affaire de très près. Mais restons au Cameroun, messieurs. Vous savez bien que le président du COJEP est au Cameroun. Et hier, il a annoncé donc un grand oral, enfin une conférence de presse dans laquelle il a parlé justement de la CPI et comment est-ce qu'il voyait cette institution qui serait une bonne chose selon lui, mais qui ferait 2 poids, 2 mesures. Mais nous n'avons aucunement eu de réponse aux propos qui ont été tenus par le président du PPACI à Gboville. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Commençons par vous, Barry. Bon, je pense que moi, j'ai mon avis sur la CPI, qui peut-être n'est pas loin de celle de Charles Blé Goudé, même si sur certains points, on peut peut-être avoir des divergences. Mais je pense que Charles Blé Goudé se prononcer sur la CPI, quoi de plus normal? C'est un ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen. Il a 8 ans, bien sûr. Voilà, donc il sait, il a été accusé, il a été, comment dirais-je, blanchi. Donc il peut pleinement parler de la CPI et il n'est pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, même dans certains pays européens et aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui commencent à prendre la parole sur la CPI parce que pour eux, la CPI sélectionne ses dossiers. L'exemple le plus palpable, c'est simple. Le président Poutine a été inculpé en Ukraine, mais en Israël, plus de 38 000 morts. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été inquiété. Donc, c'est la CPI elle-même qui fait que les gens la critiquent. Marius Komoé, votre regard sur la conférence de presse de Blé Goudé, surtout son contenu, et puis on termine avec le point, l'omerta, carrément, qui a été faite par rapport à la célébration de la fête de la Renaissance à Gboville. Ça a été l'occasion pour Charles Blé Goudé, au cours de cette invitation à lui adressée par certains acteurs et non des moindres, j'allais dire des leaders de l'opinion camerounais. Et ça a été donc l'occasion pour lui de partager son expérience, l'expérience de son passage à la CPI et surtout relever un certain nombre de points, dont par exemple le cas des Africains, qui ne sont que les seuls pensionnaires donc, de cette cour internationale, là où nous voyons en Ukraine ce qui se passe, sans que la CPI ne se mette en branle comme elle sait bien le faire. Vous êtes d'accord avec lui sur ce point qu'elle fait bien entendu, et ça, tous les Africains sont totalement en phase. Pourquoi? Mais la CPI est une cour internationale de justice. Elle devrait se préoccuper naturellement de régler les questions, juger tous les criminels de guerre partout où ils se trouvent dans le monde. Et en Ukraine, ce qui se passe, en Palestine, ce qui se passe, mais même si ce n'est pas en Afrique, mais c'est également des êtres humains qui meurent par centaines de milliers. Il faut bien que la Cour se mette en branle, mais rien à ce niveau-là. Bon, finalement, la Cour a été créée pour les Africains au regard de tout ce que nous constatons. Et donc, totalement en phase avec lui. Mais ce n'était pas le seul sujet pour lequel il était là-bas. Il faut reconnaître que durant son incarcération à la CPI, M. Charles Blé Goudé a eu véritablement le soutien, j'allais dire, indéfectible du peuple camerounais, tant sur des médias privés que dans la presse, qui l'ont soutenu. Et je pense savoir qu'il le leur devait
en se déplaçant pour ne serait-ce que leur être reconnaissant en leur exprimant toute sa gratitude et c'est ce qu'il allait faire. Daouda, votre réaction justement sur le point du président Charles Blé Goudé au Cameroun. Et puis, j'en parlais, Barry n'a pas répondu à la question, Marius également, ils l'ont peut-être oublié. Mais pourquoi ne répond-il pas? Tout le monde s'attendait à ce qu'il, dans cette orale-là, puisse dire « Oui, voilà, ce qui a été dit sur moi à Agboville, voilà comment est-ce que je me positionne par rapport à cela », mais rien du tout. Comment est-ce que vous analysez cela? Moi, je pense que Blé Goudé aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé est quelqu'un qui est devenu sage. Devenu sage. Oui, devenu sage. Qu'est-ce qui vous fait dire Je préfère le dire, je préfère utiliser ce terme-là. Il a toujours été sage. Il n'était pas sage auparavant. Bon, laissez-moi dire comme je le sens, et puis après, oui, on analysera ensemble. Parce que M. Charles Blé Goudé, depuis très longtemps, avant son départ pour la CPI, où il a fait de la prison et autres, nous tous, qu'on le veuille ou non, pour certains Ivoiriens, ils avaient une image de Blé Goudé, de quelqu'un de va-t-en-guerre, de passage du tout, qui incitait à la haine et autres. Mais depuis son retour, M. Charles Blé Goudé s'est inscrit dans une volonté de réconciliation, d'apaisement et autres. Mais bon, au début, moi, je me suis dit, est-ce que ce gars-là, il ne va pas revenir encore aux années campus, aux années... comment on appelle ça? Fessi, c'est ça? Aux années Fessi, aux années jeunes patriotes et autres. Mais on se rend compte qu'avec le temps, l'homme, je ne sais pas si c'est le poids de l'âge ou le poids de la responsabilité, mais il est devenu plus calme. Parce que d'abord, ça aurait été d'autres politiciens que je connais, de leur tribune au Cameroun, ils auraient répondu à leur mentor, M. Laurent Gbagbo. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles, justement, il ne répond pas? Je suis en train d'en venir. Oui, je vais terminer là-dessus. Parce que déjà, il ne répond pas parce qu'il n'est pas dans son pays. Il est face à des étrangers dans un autre pays pour parler dans un autre contexte. Premier point. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est devenu sage. Bon. Deuxième point, M. Charles Blé Goudé, que nous avons reçu à 2 reprises sur ce plateau-là, a toujours dit et a toujours prôné le fait qu'il n'allait jamais parler de son père en public. Et il est dans sa logique de ne pas répondre à son père en public. C'est ce qu'il a fait purement et simplement. Et pour ma part, le fait de ne pas répondre aux allusions de M. Laurent Gbagbo à Agboville, mais ça le grandit encore plus, ça c'est un. Mais au-delà de le grandir, mais je pense que ça met un peu le camp PPACI et M. Laurent Gbagbo en ballottage défavorable parce que finalement, on se demande finalement entre le père et le fils, qui fait mieux que qui? Finalement, c'est le fils qui fait mieux. Barry, est-ce que nous sommes toujours, comme Daouda l'a dit, dans une attitude de respect de Blé Goudé vis-à-vis de son père, de son mentor? Parce qu'on se rappelle bien comment est-ce qu'il a quitté Manchester pour venir l'aider donc dans le combat politique. Comment est-ce que vous analysez cela? Est-ce que c'est une stratégie politique ou c'est justement, je garde ma posture, c'est mon respect, c'est mon père, après tout, je passe là-dessus? Non, mais M. Blé Goudé, Charles est dans sa même stratégie politique. Moi, je l'ai dit, pour moi, il ne va pas répondre au président Gbagbo. Il n'a pas intérêt à répondre au président Gbagbo. Pourquoi n'a-t-il pas intérêt? Parce que vous frottez à Laurent Gbagbo, c'est vu que vous avez les mêmes tendances politiques, vous avez potentiellement le même électorat. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont de la même tendance politique, c'est-à-dire que la gauche. Maintenant, ils ont potentiellement le même électorat, c'est-à-dire que le sud et un peu le sud-ouest. Donc, s'en prendre au président Gbagbo, c'est diviser, c'est perdre un peu? Il ne gagnera rien là-dedans. Au contraire, le silence, il aura beaucoup de gains politiques parce que aux yeux de l'opinion, il va passer pour quelqu'un qui a été victime entre griffes d'ingratitude. Parce que pour lui, il aura servi loyalement le président Gbagbo. Voilà, maintenant que les gens s'en prennent à lui, parce qu'il faut rappeler aussi, hein, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui a fait la prison. Parmi les collaborateurs directs du président Gbagbo, certains ont fait la prison, mais personne n'a encaissé ce que Charles a encaissé à la DST et à la CPI. Maintenant, lui, aujourd'hui, Daouda parlait de sagesse. Moi, je ne dis pas qu'il n'est pas sage, mais pour moi, M. Charles Blé Goudé est passé du statut d'activiste au statut d'acteur politique. Un acteur politique, tout ce qu'il fait il faut une autre est attitude. calculé. Tout ce qu'il fait est mesuré. Très bien. M. Blé Goudé ne peut pas se comporter en tant qu'acteur politique comme il se comportait comme responsable des jeunes patriotes. Ça, ce n'est pas les mêmes réalités, en fait. Marius, est-ce que vous partagez l'avis de Daouda et celui de Barry, où vous dites, mais c'est normal, nous sommes en Afrique, parce que je vois un peu votre tendance un peu humaniste, nous sommes en Afrique, un fils ne répond jamais ou ne
ne dévoile jamais certains secrets ou certaines choses sur son père. Comment est-ce que vous analysez tout ceci, Marius Komoré? Ils l'ont dit, et c'est tout à fait clair. On ne peut pas, à ce stade de responsabilité au plan national, parce que finalement, il n'est plus le leader de la galaxie qu'on disait des jeunes patriotes. Oui. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique constitué avec donc des militants. Et aujourd'hui, son discours, toute la responsabilité de l'individu doit s'incarner, doit véritablement refléter dans ses prises de position publiques. Vous pensez pour lui, c'est un non-événement, ce qui s'est passé à Agboville, peut-être? C'est une nouvelle vision de la vie. Et puis, il a été dit, et Daouda, il a lui-même dit, Daouda l'a souligné, il n'a aucun intérêt. Et même en tant qu'acteur, même moi-même, observateur de la vie politique nationale, je ne pense pas que Charles Blé Goudé a intérêt justement à répondre aux propos tenus par M. Laurent Gbagbo à Agboville. Il n'y a aucun intérêt pour lui de le faire. Plutôt, observer le silence serait mieux pour lui. Et ça le grandit, comme il a dit bien. Voilà, parce que parler de son père en public, comme il s'est toujours proposé de ne pas le faire, je pense que ça le grandit plus. Ça le grandit, on restera sur cette page-là et nous allons juste ouvrir une autre page d'information plus générale. Avec beaucoup de plaisir, on reçoit M. Fofana Souleymane. Bonsoir. Merci d'être là. Vous nous intéressez parce que vous êtes champion du monde Vovinam Viet Vo Dao. J'ai bien prononcé, j'espère. Effectivement. Vovinam Viet Vo Dao. Et en même temps, vous êtes doctorant en droit privé. L'idée pour nous, c'est de voir un peu comment vous gérez cette polyvalence et comment vous êtes arrivé à cela. Racontez-nous votre histoire. Vous commencez quoi avant l'autre? Le droit forcément, avant le sport ou le sport? Enfin, c'est quoi votre histoire? Pour revenir à la question, je tiens à réitérer mes salutations. Et vous êtes écrivain. Waouh, allez-y. Et vous dis un grand merci pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Vous dis, au-delà de ces 3 casquettes citées, je suis également commissaire de justice stagiaire. Ah, d'accord. Et que j'ai réussi au concours de commissaire de justice, qui est une passion pour moi. Donc on rappelle, commissaire de justice, stagiaire, champion du monde de Vovinam Vo Dao. Viet Vo Dao. Viet Vo Dao, voilà, doctorant en droit privé et écrivain. Comment vous arrivez justement à jouer sur tous ces fronts? Il faut dire, mon objectif, c'est d'inviter la jeunesse ivoirienne à la polyvalence. La polyvalence, pour dire vrai, ce n'est pas chose aisée, mais le secret, c'est une bonne organisation. C'est cela. Une très bonne organisation et en fonction également de l'objectif qu'on veut atteindre. Pour répondre à la première question, effectivement, j'ai commencé avec les arts martiaux au bas âge. À quel âge comme ça? À l'âge de 10 ans. 10 ans, d'accord. Mais là, j'ai commencé avec une autre discipline. Laquelle? Le wushu. Le kung fu wushu. Le kung fu, ah, ça m'intéresse. Et à côté de cela, bien évidemment, il y avait les études jusqu'à ce que j'obtienne le bac en première. En première. Oui, en première. Et après le bac, j'ai été orienté en faculté de droit. Et votre chemin a commencé comme ça? Le chemin a commencé à l'université, maintenant que j'ai fait la découverte de cet art martial qui est vraiment très riche. Viet Vo Dao, c'est ça, d'accord. Très bien. Messieurs, question pour vous, Daouda? On est en plein cœur dans le karaté. Vous avez un monsieur qui a 4 casquettes et peut-être une 5e bientôt. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois que vous parlez de polyvalence. Vous êtes jeune. Donc concrètement, si vous aviez un jeune en face de vous, comment en fait on profite de cette polyvalence dans sa vie de tous les jours? Et merci pour la question. Comme je le disais, c'est d'abord l'organisation. Et au-delà de l'organisation, il y a la discipline. Parce que nous n'avons pas toujours envie de faire ce qu'il faut faire. Ça, il faut reconnaître cela. Et aujourd'hui, je pense que ça s'impose à la jeunesse ivoirienne. Lorsque je prends le domaine des arts martiaux, toutes les personnes qui se démarquent aujourd'hui sont des gens qui n'avaient pas choisi initialement les arts martiaux comme carrière. Soit des étudiants, et j'allais dire par la passion, ils sont arrivés où ils sont. Donc pour dire que nous sommes obligés vraiment de pouvoir être polyvalents. Donc au niveau de la jeunesse, comme je le disais, parlant de l'organisation, je vais donner un peu ma façon de procéder. Comment vous faites? Déjà dans une journée, moi j'ai 4 jours. Dans une journée, vous avez 4 jours? J'ai 4 jours. Ok, intéressant. Le premier jour commence de 5h30 jusqu'à 7h30. 5h30, 7h30. Et là, quand je finis, 5h30, là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Là, je travaille sur, comme je le dis, le projet d'études. Très bien.
Et pour le dire, le doctorat, je le fais en France, à Pau. Et de 8h30 jusqu'à midi, là, je travaille sur le volet juridique, généralement. Le commissaire de justice. Commissaire de justice, Très oui. bien. Ensuite? Entre midi et 2, bien évidemment, c'est la pause pour ne pas... Et puis, de 14h à 17h30, là, je travaille plus sur le volet sportif. Ça me prend effectivement assez de temps parce que c'est une discipline qui est moins connue par rapport aux autres. Donc, il faut travailler plusieurs pour pouvoir vraiment réaliser tous les projets que nous avons. Vous êtes champion du monde, hein, Champion que je du monde. précise. Ouais, ouais. Ensuite, après? Et de 20h 20h jusqu'à... à 23h, là, c'est le 4e jour. Là, comme il a dit, étant jeune, j'essaie de m'ouvrir au monde pour pouvoir apprendre de nouvelles expériences. Parce que ce monde évolue vraiment très vite. Alors, messieurs, quand vous l'entendez, je vois que vous l'écoutez avec beaucoup d'attention. Les 4 vies qu'il a dans la journée. Marius, ça s'appelle de vous une contribution ou une question? À la limite, j'allais dire une question. Une question, allez-y. Parce que quand même, quand on voit son planning journalière de travail, il faut dire que c'est quelqu'un de très méthodique, de très organisé. Discipliné. Et donc, moi, je voulais d'abord savoir, le Viet Vo Dao, on le connaît bien, c'est un sport vietnamien de combat. Mais comme, on sait bien que nous, ici, ce n'est pas Vietnam, la Côte d'Ivoire. Et comment vous avez appris à cet art martial? Quels ont été vos maîtres? Hein, parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on connaît Maître Apollos Lelou. Bon, tout récemment, on a découvert aussi un jeune garçon comme Cissé Chek. Et puis Ruth Babi, c'est ça? Ruth Babi. Bon, et puis maintenant, on vous découvre. Hein, et moi, je vous découvre avec beaucoup d'enthousiasme. Surtout que vous avez été champion du monde de Viet Vo Dao. Et ça s'est passé où? Au Vietnam? Non, en France. Plusieurs questions. Bon, commençons par donc, la première question. Et déjà, pour répondre à la première question, il faut déjà être champion du monde avant Cissé Chek. Ah, d'accord. Très bien. Oui, bravo. Il faut dire, en juillet 2022, la France a accueilli la 6e Coupe du Monde de Vietnam Viet Vo Dao, qui a reçu plusieurs pays, plusieurs athlètes. Et nous étions 2 à l'aide de la Côte d'Ivoire, au regard de certaines circonstances. Mais il faut dire, avant d'arriver là-bas, il y a eu une sélection au niveau national. Mais rapidement, le Viet Vo Dao, ça consiste en quoi? On sait ce que c'est que le Kung Fu, le karaté, mais c'est quoi quelle est la particularité du Viet Vo Dao? Le Vietnam Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien, comme il a dit, d'origine, un art martial vietnamien qui est initialement était réservé aux militaires. Donc c'est un art martial qui serait assez violent. Notre particularité, ce sont les ciseaux, c'est-à-dire les combats à hauteur. Les combats à hauteur, ça veut dire quoi? Nous qui n'avons aucune idée de ce que vous dites. Bon, tout à l'heure, si vous m'énervez, je peux vous saisir au cou et descendre avec vous. Quoi? Avec les pieds. Avec le cou, je vous saisis au cou et je descends. Donc vous combattez avec vos pieds? Avec les pieds, coup de poing, coup de coude, même les coups de genou. Non, je ne suis pas prête de vous énerver, ça rassure. Parmi les acteurs, vous allez voir un peu, je ne sais pas, je vous parle de Ambak. Il a tourné un film avec les éléphants. Le ministre Ahmed Bakayoko, c'est non. C'est pas de film Ambak. Ah oui, Ambak, si. Oui, donc vous voyez son style de combat, où il combat avec pieds, poings et genoux. Le Muay Thai. Non, ça englobe un peu le Muay Thai. Ah d'accord, très bien. C'est un peu plus proche de ça. C'est un peu plus tout. Et il y a même la lutte. La lutte. Il y a même la lutte. C'est complet, quoi, en fait. Oui, c'est complet. Bon, pour l'histoire, c'est que le Viet Vo Dao est né durant les différentes guerres. Et il faut dire que les Vietnamiens étaient lésés en matière d'armement. Donc, ils ont envoyé, bon, on n'a pas dit espions, des gens dans les différents pays où les armes se sont développées, afin d'apprendre certaines techniques. Il y a certains qui sont morts. Très bien. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont fait un message pour pouvoir créer vraiment le Viet Vo Dao. Certes, ça paraît violent, mais la philosophie est très, très longue. Déjà, quand je prends la salutation, les autres disciplines, c'est le respect. Maintenant, le Viet Vo de la salutation, c'est la main droite sur le cœur. La main droite sur le cœur, Et là, on s'incline légèrement. Donc, c'est la main droite qui symbolise la force, la main d'acier sur le cœur qui symbolise la bonté. Autrement dit, la force au service du bien. Très bien. Alors, si vous aviez un dernier mot, parce que malheureusement, on a fini, mais vous n'êtes pas habillé, même sinon, si vous étiez habillé en tenue, vous auriez fait des petites choses intéressantes. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse? Vous avez 4 vies en une journée. Discipline, résilience. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'ailleurs? Regardez la caméra pour qu'on ait des jeunes nouveaux, des Ivoiriens nouveaux. Déjà, ce que je vais dire à la jeunesse ivoirienne, je vais d'abord m'adresser à la jeunesse de façon générale et surtout à cette jeunesse qui pratique les arts martiaux de façon particulière. De façon générale, il faut dire que dans la vie, rien n'est aisé. Donc,
Mais rien également n'est impossible. Quand on vise un objectif et qu'on se donne les moyens, nous sommes sûrs à 100% que nous pouvons réaliser cet objectif. Moi, je le dis au regard de mon expérience, pour moi aujourd'hui, il n'y a rien dans le monde que je vais vouloir que je ne pourrais pas atteindre. Très bien. Pas, de façon particulière, aujourd'hui, les arts martiaux, certes, nous avons Et comparé... on va rapidement terminer parce qu'on a terminé. Mais ce que vous avez dit, on retient que rien n'est impossible et qu'il n'y a rien que vous désiriez, que vous ne pouvez pas obtenir. Tout part ici de votre mindset. Effectivement. Très bien. Est-ce que l'État vous soutient rapidement? On a fini. Ah. L'État vous soutient. Oui. On a fini. Bon, Il a dit ok. oui. Voilà, c'est D'accord. l'essentiel. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes de retour et nous allons maintenant aborder 2 sujets. Le premier, rappelez-vous, le lundi 8 avril, on apprenait avec beaucoup de stupeur l'inondation du tunnel d'Abobo. Il faut rappeler que le tunnel a été inauguré donc le 10 janvier. Voilà. Dans le langage ivoirien, on dira que c'est hier que ça a été inauguré. Et puis on constate donc qu'il y a une inondation. Après les recherches et tout, parce qu'on était inquiet, est-ce que c'est une défaillance? Est-ce qu'il y a une erreur sur l'ouvrage? Enfin bref, on se rend compte que les humains, donc les habitants ou l'environnement, a permis à ce qu'on ait cette inondation. Les ordures ont été dégagées. Comment est-ce que vous réagissez à cette inondation du tunnel d'Abobo? Voilà, on voit bien que le ministre est allé sur place avec Madame le maire. On était inquiets, mais bon, il n'y a plus de peur que de mal. Ce sont que des ordures qui ont bouché. Vos réactions, votre réaction, Barry, sur ce point? Moi, je pense que ce n'est pas la première fois qu'un ouvrage d'envergure en Côte d'Ivoire se retrouve confronté à un certain nombre de difficultés. Mais là, je pense que les responsabilités ont été prises et les eaux ont été évacuées, mais c'est aussi l'opportunité pour interpeller chacun des riverains qui habitent autour ou qui travaillent autour de l'infrastructure et de toutes les infrastructures routières et autoroutières de Côte d'Ivoire. Le cadre de vie, c'est le vôtre. Les infrastructures, ce sont les vôtres. Donc, il faut en prendre soin parce que c'est difficile qu'on retrouve des déchets, vous voyez, des couvertures d'assiettes, alors qu'on sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour les assainissements. Moi, parfois, je suis choqué. Je me souviens une fois, j'étais à Yopougon et j'ai vu un citoyen, il y avait 2 poubelles à côté, il a préféré déposer sa poubelle par terre. Et moi, je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais il faut mettre ça dans la poubelle. Il dit, ils vont venir mettre. Très bien, merci Barry. C'est qui? C'est ça justement, question. Il c'est qui? Marius, comment est-ce que vous réagissez justement à cette affaire qui nous a un peu effrayés parce qu'on a eu peur? Vous savez bien l'histoire des pluies et des infrastructures, ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire. Mais là, on se rend compte que ce sont nous, c'est nous-mêmes. Ce sont les humains qui sont donc à la base avec des déchets qui ne devraient pas être là. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Marius? Vous l'avez dit, inauguré le 10 janvier dernier, eh bien, par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, cet ouvrage que tout le monde avait souhaité voir être ouvert à la circulation, eu égard aux difficultés de circulation des populations d'Abobo, dans cette partie spécialement de la dite commune, n'a pas donné tous les résultats escomptés. En ce sens que, construit pour assurer la fluidité routière, eh bien, on a constaté en début de semaine qu'il a fallu une petite pluie pour que l'ouvrage soit complètement sous les eaux, inondé. Alors, un défaut, la réalité, c'est que le Premier ministre, à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration le 10 janvier, a été assez clair. Il a même dit que pour pérenniser l'œuvre, il a lancé un appel aux populations d'Abobo. Il leur a même conseillé d'entretenir l'œuvre et d'éviter, il a prononcé ces mots, d'éviter d'y jeter justement les déchets et autres ordures pour ne pas justement boucher les canalisations. Mais là, on découvre que c'est bien bouché. L'incivisme, le manque de responsabilité de certains ont donc créé des désagréments énormes à la circulation. Et c'est encore avec nos plaintes sur les réseaux sociaux et également dans les médias qu'on a dû donc élever la voix avant que le ministère en charge donc de l'équipement vienne encore une fois permettre à cet ouvrage d'être encore opérationnel. Effectivement ce pourquoi il avait été construit. Daouda, réaction à tout ceci? Bon, je pense que
l'incivisme semble être la chose la mieux partagée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est en train de parler du tunnel d'Abobo. Mais moi, j'aimerais faire quelques 2 ou 3 précisions. Allez-y. Est-ce que vous connaissez le pont piéton de Williamsville? Oui, bien sûr. J'ai été choqué une fois de voir des moutons emprunter les escaliers pour monter sur le pont piéton. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient tout seuls. Des moutons. Des moutons. Très bien. J'ai vu des moutons emprunter les escaliers pour prendre le pont piéton, pour aller de l'autre côté, pendant que des êtres humains étaient en train de sauter la rambarde pour traverser la route. Je vais encore plus loin, la voie de Songon, qui a été, pour ceux qui empruntent la voie de Songon pour aller à Dabou. Oui. Il y a une glissière qui est là. Il y a des barbelés qui ont été érigés. Des hommes ont pris la peine d'aller décrocher la barrière juste pour traverser la route à ce niveau-là. Pourtant, il y a un pont piéton. Quand on arrive à des des moutons prennent des escaliers donc, et les humains traversent. C'est ce que vous dites là. Imaginez-vous là où le degré d'incivisme est arrivé. Mais quand on regarde les photos qui ont été sorties par le ministère des Infrastructures et autres, même la mairie, qui sont sur les réseaux sociaux, des couvercles de marmites, des éponges, des pneus. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? C'est vous qui y vivez. Parce qu'aujourd'hui... L'irresponsabilité. En fait, aujourd'hui, c'est une petite pluie. Disons Dieu merci. C'est une petite pluie. Les pluies comme par hasard. Imaginez-vous un temps soit peu que nous étions en saison des pluies. Mais cette eau-là, elle se retrouvait où? Dans des habitations. Qu'est-ce qu'on allait avoir? Des morts. Des morts, ouais. Vraiment, chers parents d'Abobo, c'est vous qui vivez à côté de ce tunnel-là. Si vous n'y prenez garde, si vous continuez à jeter des ordures dans ces égouts d'évacuation, c'est vous qui allez avoir de l'eau un jour sur vous. Et par ailleurs, je profite de l'occasion pour attirer l'attention en fait, des pouvoirs publics d'Abobo, mais surtout des guides religieux, imams, pasteurs, prêtres, pour sensibiliser les populations. C'est eux qui vivent là-bas. Parce que c'est vraiment désagréable que l'État ivoirien injecte autant d'argent dans les infrastructures que des êtres humains vont jusqu'à déposer leurs déchets domestiques dans ces égouts-là. C'est dangereux. Et les couverts de marmite. Franchement, c'est déplorable, en fait. Très bien. Mais c'est quand même assez bizarre, cette histoire de mouton qui prend les escaliers. Je t'assure. Moi, j'ai vu des moutons. Et pourtant, ce n'est pas nouveau. J'ai vu des moutons prendre les escaliers pour passer un pont piéton. En Abidjan, vous avez encore franchement, j'étais choqué. Des populations qui élèvent des moutons dans le pays. Oui, mais bon, d'accord. Mais quand les moutons tout seuls se mettent sur l'escalier... Franchement, le mouton, si le mouton arrive à savoir que si lui traverse, il va mourir, franchement, je pense que les êtres humains doivent prendre conscience que leur vie est importante. C'est vrai, c'est un gros contraste. Oui. Mais c'est la triste réalité. Bon, d'accord. La prochaine fois, faites une vidéo. Hein? Non, ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo. Et aussi, les responsables en charge de l'assainissement aussi doivent veiller à ce que les canaux soient dégagés. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, Monsieur Dougrou, vous nous accompagnez sur ce plateau. Forcément, j'attendrai de vous votre réaction, mais permettez que je vous présente. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alliance, Nouvelle Alliance, des agents de la Direction générale des impôts. Et il y avait une affaire, justement, où vous avez fait un communiqué décriant que certains professeurs, certaines personnes, certains agents étaient donc affectés à la Direction générale des impôts, en l'occurrence des professeurs des PS. Bref, la Direction générale de la fonction publique avait réagi. Aujourd'hui, vous êtes là aussi pour donner un peu votre point de vue sur cette saga, cet épisode. Mais avant, réaction sur le tunnel bouché d'Abobo. Qu'est-ce que cela appelle de vous en tant que contribuable? D'accord. Déjà, je voulais remercier en fait votre chaîne de me permettre. Merci infiniment. Saluer tous les valeureux agents des impôts sur toute l'étendue du territoire pour tout le travail qu'ils abattent. Relativement à la situation sur le tunnel, je pense que c'est un avertissement du ciel. Parce que comme il a dit, du ciel, parce que la situation aurait pu être bien plus grave. Alors, c'est d'appeler déjà à de bonnes habitudes comportementales, de bons réflexes. Ça passe par la sensibilisation, ça passe par une culture éducative différente. Ça s'apprend depuis le berceau, mettre les ordures à la poubelle, je veux dire ne pas jeter les ordures dans la rue, même les automobilistes dans le tunnel, ne pas baisser la vitre. Je dis c'est des réflexes en fait qu'il faut développer. Très bien. Et comme le disaient certaines personnes, très souvent c'est la pluie qui évalue la qualité des travaux. Du coup, il a fallu une pluie pour que les gens s'en aperçoivent. On s'en est rendu compte, ils ont évacué le tunnel rapidement. Il est préférable de prendre des mesures pour que ça n'arrive plus. Comme Barry l'a dit. Merci beaucoup. Alors, ce pourquoi vous êtes là sur ce plateau, c'est vraiment pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur cette saga qu'il y a avec
la Direction générale des impôts. Je rappelle que vous avez fait un communiqué qui a alerté tout le monde, dans lequel vous décriez les affectations intempestives au niveau donc, de votre direction, de la Direction générale des impôts. Après, la Direction générale de la fonction publique a réagi, disant que non, il s'agit simplement de la mobilité des fonctionnaires. Et d'autres points ont été donc énoncés que nos différents amis sur le plateau vont rappeler. Mais vous, vous êtes là aujourd'hui pour ceci. Est-ce que, après ce qui a été dit par la Direction générale de la fonction publique, est-ce que vous êtes là pour vous excuser de vous être trompé, peut-être, ou vous insistez sur votre point, vous dites, voilà, j'avais raison. Quel est votre postulat aujourd'hui, Monsieur Dougrou? Alors déjà, de base, je ne cherche pas à avoir raison ou tort. Je cherche à présenter les situations telles qu'elles sont, d'abord. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'alliance nouvelle de la Direction générale des impôts, ce n'est pas une nouvelle alliance. Le syndicat dont vous êtes le secrétaire général. Justement, l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. Nous avons abordé cette thématique-là sur deux axes, au plan social et humain et puis au plan juridique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Direction générale des impôts, on a plusieurs agents des impôts qui sont à la maison, payés à ne rien faire. Pourquoi ils sont à la maison payés à Parce qu'il y a plusieurs facteurs. La première des choses, c'est que depuis 2021, nous n'avons pas d'arrêté et de décret qui a été pris pour la promotion des agents. À ce jour, je vous parle, on a 300 postes vacants et d'ici 2 ans, on passera à 1000 postes de responsabilité vacants à la Direction générale des impôts, dont 5 postes de directeurs régionaux sur lesquels, au cours de l'exercice précédent, on a perdu 5 milliards. Voici la réalité à la Direction générale des impôts. Donc, on a nos aînés, nos cadets, nos directeurs, nos responsables qui sont à la maison en attendant, je dis espérant en fait que les arrêtés, les nominations allaient être prises depuis 2021. Payés. Oui, la rémunération n'est pas un problème. Quelqu'un veut aller travailler, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire a mis de l'argent sur quelqu'un pour le former à ce qu'il soit utile pour la République. Imaginez, l'année dernière, on a fait plus de 50 milliards de recettes avec 300 postes vacants et 200 agents à la maison. On parle d'inflation, on parle de coûts élevés de la vie et tout. Nous, on vous dit, nos garçons à la maison, qu'ils viennent travailler, qu'on remette les choses en place, on pourra générer plus de recettes. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, on a plein de secteurs d'activité qui sont sous-imposés. Transport, hôtellerie, même le secteur informel. Il y a une anecdote même sur le secteur informel. Le Bénin quitte Cotonou, vient à Abidjan pour s'inspirer, je dis, du modèle ivoirien. Le directeur des opérations d'assiette leur donne plusieurs stratégies, notamment le découpage en fait, de la ville de Cotonou en 10 000 m² pour mettre 2 agents des impôts sur chaque périmètre afin qu'on puisse installer du matériel pour bien fiscaliser, c'est-à-dire maîtriser. Le Bénin retourne, valide tout ce processus-là et arrive en fait, à générer plus de recettes. Cette stratégie proposée au Bénin n'est pas appliquée. Elle vient de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas appliquée chez nous. Très bien. Donc voici un peu la réalité. Sur tous les plateaux où on passe, on nous dit les objectifs que vous nous fixez sont en deçà de nos performances, sont en deçà de nos compétences. Aujourd'hui, on est 7 000 agents aux impôts, on est en sureffectif, inégalement répartis sur toute l'étendue du territoire. Voici la première phase qui est le volet social. Permettez donc à nos amis de pouvoir réagir. Daouda, on commencera par vous. Monsieur Dougrou, je pense que vous avez fait une sortie très remarquée. C'est Monsieur Dougrou. Monsieur Slami Khaled. C'est Monsieur Daouda, c'est ça hein? Oui, c'est Monsieur Daouda. Enchanté. Voilà. Et vous avez fait une sortie tellement remarquée que ça a fait sortir certains de vos collègues fonctionnaires, syndicats des professeurs, qui se sont insurgés contre votre sortie. Vous avez même accusé le ministre de la fonction publique qui, de sa tour d'ivoire, en fait, affectait les gens n'importe comment aux impôts. Moi, aujourd'hui, ce que je veux savoir concrètement, quel est le processus de mise à disposition au niveau de la fonction publique, puisque vous êtes fonctionnaire? D'accord. Déjà, de base, il faut que je clarifie un certain nombre d'informations que vous avez transmises. La première des choses, c'est que je n'ai pas accusé la ministre de la fonction publique. Si vous suivez bien le reportage, c'est le commentaire du journaliste. Qu'est-ce que vous avez dit en suspens? Nous, ce qu'on a fait, on avait déjà adressé un courrier à la ministre de la fonction publique pour appeler son attention sur la situation relative au courrier du Premier ministre en date du 11 juin 2021 sur les conditions nouvelles d'entrée à la Direction générale des impôts. L'objet était suspension des affectations massives de fonctionnaires dans certains ministères. Et c'était suite en fait à l'interpellation du Premier ministre d'alors sur la question des agents à la maison, tandis qu'on recevait des effectifs. Alors attendez, je vous lis un peu en substance. On a donc au paragraphe 2, le Premier ministre d'alors, Patrick Hachi, disait « En conséquence, je vous invite à prendre des dispositions en vue de la suspension jusqu'à nouvel ordre des affectations incontrôlées de fonctionnaires au ministère du Budget, du portefeuille de l'État et au ministère de l'Économie et des Finances. » C'est de ce courrier-là dont vous parlez. C'est de ce courrier-là dont je parle, qui date du 11 juin 2021. D'accord. Ensuite, le courrier poursuit. On dit les propositions d'affectation au sein de ces départements ministériels devront désormais être conformes au catalogue des mesures nouvelles et faire l'objet d'accords express des ministres concernés
qui devront m'en informer. Donc ici, on a 3 conditions cumulatives. La première, c'est le catalogue des mesures nouvelles. Alors le catalogue des mesures nouvelles, c'est quoi? C'est un tableau qui récapitule en fait les besoins de l'État en matière de personnel. Et dans ce tableau, pour l'exercice 2024, on a un besoin de personnel global de 17 801, éducation, formation 9 608, santé 6 490, autres secteurs 1 703, on continue ainsi de suite, gens de maison, contractuels, policiers, tout. Et puis on se trouve. Ça, c'est le catalogue des mesures nouvelles. Donc le Premier ministre demande à ce qu'on se réfère à ça, ensuite qu'on ait l'autorisation express des ministres, ensuite qu'on lui en parle. Donc c'est ces 3 conditions cumulatives qui déterminent en fait la faculté de déroger à ce courrier-là. Et ce qui est bon, c'est que le 11 mars 2024, c'est-à-dire en 2024, là, le directeur général des impôts lui-même, quand les affectations arrivent, il écrit pour dire attention, vous m'emmenez du personnel, j'ai l'obligation d'appliquer puisque je suis le subalterne de la tutelle, mais je dis, ce processus-là viole en fait le courrier du Premier ministre en date du 11 juin 2020. Qu'est-ce que vous dites alors de la réponse du ministre, du DG de la fonction publique qui dit que pour affecter les gens, c'est après beaucoup de consultations avec les différents ministères qui émettent leurs besoins. Qu'est-ce que vous dites de cela? Justement, ce que je dis de cela, c'est quoi? Parce que est-ce que le problème ne viendrait pas de votre hiérarchie? Non, permettez, il va terminer. Il faut que je réponde à la question pour aller. Parce que, alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est des process, c'est des procédures qui sont mises en place. Nous, quand il y a des procédures, il y a des règles de droit aussi qui sont là. S'il y a une procédure, qu'elle a été respectée, il faut vérifier si toute la procédure a tenu compte de tous les facteurs extérieurs, y compris ce courrier-là. Voilà. Nous, aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir, je veux dire, où est la responsabilité, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Le principe, c'est qu'il y a un courrier qui est là, qui définit les systèmes de fonctionnement. Est-ce que les règles ont été respectées? En la matière, selon nous, c'est non. Et nous, on estime quoi? La meilleure manière de faire, quand on est dans ce genre de situation, c'est de s'en référer aux autorités judiciaires. On veut emmener l'affaire jusqu'au Conseil d'État pour qu'on arrive à définir la règle. Est-ce que le droit a été appliqué? À l'issue de cela, on saura ce qui s'est passé confortablement, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà saisi le Conseil d'État vous allez saisir? Nos services juridiques et communication ont travaillé toute la semaine parce que c'est un processus, il faut des juristes, il faut des personnes et tout. Toute la semaine, ce matin, j'étais avec l'avocat et tout, ils sont en train de monter le dossier. On est dans le timing, on va adresser le courrier et puis on verra. Ce n'est pas quelque chose en fait qui doit, susciter une telle situation. Nous, notre regard n'est tourné contre aucun enseignant. Chacun de nous ici est redevable de tous les enseignants. S'ils ne nous avaient pas instruits, nous ne serons même pas sur ce plateau pour nous exprimer. S'il vous plaît. En fait, s'il vous plaît. Daouda, juste une dernière question. S'il vous plaît. Mais si vous m'interrompez, l'objectif, c'est que les gens comprennent. Oui, allez-y, terminez. Donc l'enjeu ici, notre démarche n'est tournée vers aucun corps de métier. Au contraire, à la Direction générale des impôts, on a besoin de plusieurs compétences parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Mais ici, on a des aînés à la maison. On a le courrier du Premier ministre qui régule la situation. L'État de Côte d'Ivoire paie énormément de ressources parce que tout son personnel n'est pas confortablement exploité. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus royaliste que le roi? Vous pensez que l'État n'est pas responsable? Je ne cherche pas à être royaliste que qui que ce soit. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'État sait réellement qu'il y a des gens sur le terrain? Il va répondre à la question. Est-ce que vous pensez que l'État n'est pas au courant de cette problématique-là? Donc, il n'est pas assez responsable. Je ne vais pas penser à la place de l'État. Je ne vais pas dire que l'État n'est pas responsable. Je suis un énarque, s'il vous plaît. Je suis un énarque. Et les énarques, en fait, le premier principe, c'est de se soumettre à la volonté de la République. Ici, je souhaite que mes collègues à la maison puissent retrouver leur poste, pour qu'on puisse faire les arrêtés, les décrets et tout, pour qu'on soit en effectif convenable, pour aller challenger plus que ce qu'on a eu à faire. Que je me mette à la place de ces... Franchement, ça, c'est pas... Permettez maintenant que Marius puisse vous poser une question. Oui, mais quoi de plus normal quand on écoute parler? Parce que pour nous qui sommes contribuables ivoiriens, et dont les poches et les porte-monnaies souffrent, par rapport non seulement à la situation de la lutte contre la vie chère et donc aux difficultés des ménages, il est tout à fait indiqué qu'on ne peut pas concevoir qu'un fonctionnaire recruté par l'État et qui devrait en principe être en poste, est assis à la maison, et puis nous on le paye à notre salaire, avec nos porte-monnaies et puis nos portefeuilles. Les populations ivoiriennes, à travers leurs taxes et leurs impôts, continuent de les payer. C'est inacceptable. Non, c'est pas une question, forcément. Oui, bien sûr, c'est inacceptable. Et donc, cette question mérite nécessairement que les gouvernants s'y penchent sérieusement, parce que nous en connaissons effectivement qui sont assis chez eux et qui ne travaillent pas, mais à la fin du mois, ils sont salariés. Quand d'autres, le matin, se lèvent et vont travailler. Cela est inacceptable dans une république. Cela dit, oui, la question. Je voudrais donc vous féliciter pour le travail que vous abattez. N'empêche que nous avons quelques soucis, naturellement, dans la vision que vous avez de défendre vos intérêts, mais il n'en demeure pas moins que vous avez aussi des obligations.
en tant que fonctionnaire de la République et surtout cadre et agent des impôts. Qu'en est-il exactement au niveau donc, des impôts, des réalités que vous faites subir donc, aux usagers, parce que souvent les populations se plaignent de certaines des raquettes qu'ils subissent justement de certains de vos agents. Des raquettes de certains agents des impôts qui, sous la base de contrôle auxquels ils sont affectés à réaliser dans les différentes structures et surtout dans les entreprises, vont pouvoir racketter certaines structures privées. Est-ce que vous confirmez cette information qu'il y aurait du racket par certains agents des impôts? Oh, vous savez, hein, le racket, la corruption et tout, c'est dans toutes les chaînes de l'administration. Donc, c'est possible puisqu'il y a des conseils et tout ça. Alors, ce que je préconise par rapport à ça, c'est qu'il faut véritablement une véritable politique en fait, de la lutte contre la fraude en Côte d'Ivoire, surtout dans les administrations fiscales, que ce soit du côté des agents des impôts que des contribuables. Parce que s'il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteur et il y a corrompu. Est-ce que c'est une question que vous adressez lors de vos rencontres avec votre bien entendu, l'année dernière, nous sommes allés en tournée nationale où on est parti avec l'ONG Civis pour sensibiliser les agents d'impôts en fait, sur la corruption. L'année prochaine, notre slogan, ça sera la lutte contre la fraude dans toute son intégralité. Parce que la fraude, en fait, prend plus d'un quart même de nos recettes. Du coup, quand vous faites 4 000 milliards multiplié par un quart, vous voyez ce qu'on paie. Quand il y a des secteurs qui ne sont pas fiscalisés, vous voyez ce qu'on paie. Quand il y a des agents qui ne sont pas en place, vous voyez ce qu'on paie. Et puis on parle d'inflation et tout. Il y a un de mes aînés qui me disait comme ça, que quand l'État en fait, se plaint qu'ils n'ont pas d'argent, nous, agents des impôts, on en rigole. Parce que si on met l'ouvrier qu'il faut à la place qu'il faut, on met le plan Marshall qu'on a demandé, ce qui est l'autonomie financière de la Direction générale des impôts, on va générer plus de recettes qu'il n'en faut. Je donne le cas toujours d'une ville en Côte d'Ivoire, c'est Dabakala. Dabakala, c'est 1902 km². On a 4 agents des impôts à Dabakala. 2 agents de mairie qui les accompagnent. Donc, ça fait 6 personnes pour couvrir tout ce territoire. Quand vous poussez un peu, vous arrivez à Niakara, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les agents des impôts sont concentrés au sud. Il y a des administrations où les gens s'asseyent à tour de rôle. Les bureaux, les bâtiments. Ils s'asseyent à tour de rôle, c'est-à-dire au sud, il y a beaucoup d'argent, donc ils sont tous concentrés justement, ici. Il y a beaucoup de place. Et puis, voilà, ce qu'il faut faire, c'est de répartir les agents équitablement sur tout le territoire. Fiscaliser les bons secteurs, générer plus de ressources et puis bon, aller de l'avant. Donc, ce que vous dites, c'est logique. Il faut une véritable politique de lutte contre la fraude, il faut véritablement être incisif, mais surtout aussi et surtout, il faut faire appliquer le profil de carrière aux agents des impôts. On a des collègues qui sont dans la maison depuis 25 ans, qui n'ont jamais été promus. Le profil de carrière a été défini en 2008, réévalué en 2019-2021, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas appliqué. On est heureux en fait que le nouveau statut de la fonction publique donne obligation de pouvoir le faire, mais on souhaiterait que notre profil de carrière, qui est une décision, se transforme en décret pour que les lignes puissent bouger véritablement. Il nous reste que 3 minutes, pratiquement. Barry, allez-y, question. Je voulais juste demander, est-ce que ce n'est pas surtout le coût des impôts qui font que certaines personnes passent par la corruption? Oh, en fait, aujourd'hui, il faut dire que le coût des impôts, parce qu'on dit que ça dépend des secteurs. Trop d'impôts tue l'impôt. Oui, mais je veux dire, déjà même notre assiette n'est pas correctement définie. Il faut dire aussi, à contrario, qu'il y a des personnes en fait, qui ont la faculté de payer et qui refusent de payer. Il y a ça aussi qu'il faut exploiter. Ce que nous disons, c'est quoi? Si on élargit correctement l'assiette, on peut véritablement faire baisser les taux. J'ai donné cet exemple-là sur Live Radio la dernière fois. C'était que la politique fiscale, en fait, relativement aux entreprises de vente en ligne. Vous voyez tous ces livreurs, tous ces ce sera le dernier motos point. Qui font des livraisons, d'accord. Si on arrive à rattacher ces groupes-là à des entreprises précises, on aura recoupé le chiffre d'affaires de ceux qui vendent. Parce que c'est difficile, en fait, de mettre la main sur eux. On fait un système, on les forme, on les finance. Les champions de l'économie sortiront de là. On aura élargi l'assiette, ne serait-ce que ça. Très bien. Allez-y. Sur l'impôt foncier, par exemple, vous constatez avec moi que c'est le secteur dans lequel c'est difficile, en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts fonciers, on ne peut pas le chasser de sa maison. C'est clair, pas du tout. Donc, c'est de la sensibilisation véritable pour qu'on puisse y arriver. Et c'est avec vous, avec chaque citoyen ivoirien. De la même manière dont on ne jette pas les ordures dans les tunnels et tout, c'est de cette même manière-là que sur chaque plateau, aujourd'hui, vous devez pouvoir sensibiliser au paiement de l'impôt. Merci, c'est une belle relation que vous venez de faire. Alors, rapidement, un dernier mot, monsieur le secrétaire général. Que retenir de votre... là, vous partez au Conseil d'État bientôt. On attendra donc ce qui va se passer là-bas. Est-ce que vous avez un appel en direction de vos agents? La première des choses, déjà, c'est déjà de dire en quelques secondes à la direction de la fonction publique que le premier principe de l'ENA, c'est ton aîné, tu vénéreras. Nous n'avons jamais cherché à les offenser. Au contraire, on défend les intérêts de nos agents et les intérêts, je veux dire, des citoyens. Y compris de vos aînés. Y compris de nos aînés. Ensuite,
de dire aux enseignants que nous n'avons vraiment rien contre eux, aux professeurs DPS et tout, qui nous mettent en forme dans tout le monde, qu'on n'a rien contre eux. Aujourd'hui, on veut les arrêter, les décrets, l'application du profil de carrière pour le bien-être des agents et par-delà pour la... Merci beaucoup, M. Michael Dougrou. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alliance Nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. Merci d'être venu donner votre mot concernant donc cette situation. On retient que cette affaire ira au Conseil d'État et puis vous avez pris le soin de vous excuser auprès des professeurs DPS qui avaient été quand même un peu touchés et vous avez dit, vous êtes énarque et à l'ENA, c'est ton aîné, tu vénéreras. Merci d'être passé. Nous saluons toutes les populations de Saïwa. Voilà, on nous a fait un coucou du côté de Saïwa. Et voilà, on salue le maire, on salue tout le monde. Ils apprécient toute la team. On vous embrasse également. On salue toutes les régions de Côte d'Ivoire qui nous suivent et de l'extérieur. Merci infiniment. Merci aux équipes techniques. Merci aux équipes rédactionnelles. Mahi et Raciste à la réalisation également. On se retrouvera demain pour une autre édition du Talk. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.